Parfait. Donc, oui, mon nom est Julien Derry. Je suis étudiant au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. Et je vais vous présenter la méthode triage aujourd'hui, mais c'est la dernière présentation, donc je vais essayer d'aller susciter un petit peu plus votre attention en vous présentant une mise en situation et en allant chercher votre participation. Donc, imaginez-vous que vous devez aider un groupe à prendre une décision, mais vous disposez de peu de temps, mais vous avez quand même tout de même besoin qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent de la question avant de prendre cette décision-là, parce que ça peut être quand même une décision qui va avoir un impact sur leur pratique clinique, par exemple, là, si on pense d'un projet de recherche. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Donc, si jamais il y a des gens qui veulent se lancer, je pourrais leur passer le Ou juste une idée. Puis si vous n'en avez pas, ben je vais vous en proposer une. Fait que c'est un peu ce qui amène à mon introduction, mais oui, c'est bon. C'est bon. Donc, il n'y a rien qui vous vient. Qu'est-ce que vous feriez dans un contexte clinique, par exemple, ou dans un contexte de recherche? Vous avez une question, mais vous avez besoin quand même que les gens se rencontrent. Oui. Parfait. Café fourni pour les attirer, ça c'est une bonne idée, effectivement. C'est une bonne idée. Moi, aujourd'hui, je vous présente une méthode, donc la technique triage, qui est la technique de recherche d'informations par animation d'un groupe d'experts. Je vais vous présenter la méthode, c'est quoi les étapes, les avantages et les limites inconvénients qui peuvent survenir lors de l'utilisation de cette méthode-là. Et je vais vous présenter aussi un exemple d'application que j'ai utilisé dans le cadre de ma maîtrise un peu plus tôt. Donc, une définition de la méthode triage, qui est une méthode de recherche qualitative dans laquelle les participants doivent, par le biais d'une discussion, trier des énoncés pour arriver à un consensus de groupe sur un sujet donné. Donc, on va aller plus en détail là, pour expliquer en quoi ça consiste. 4 grandes étapes. La première, qui est une phase plus préparatoire. La deuxième, une phase de production individuelle, suivie d'une phase de production de groupe et ensuite les analyses là, qui s'ensuivent. Pour débuter, la phase préparatoire, à ne pas négliger parce que c'est une des plus importantes là, qui va guider vers la suite des choses. Premièrement, définir l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information auprès de nos participants, auprès de nos experts qui participeront à notre projet? Et circonscrire les éléments aussi à trier. Donc, on va avoir, des fois, on a une question très large, mais avec les experts, il faut un peu aller circonscrire qu'est-ce qu'on va aller chercher en lien avec la problématique, en lien avec la question que soulève notre projet. Et pour aussi choisir les experts. On veut avoir le nom le dit, des experts, pas seulement des participants, mais des personnes qui ont une expertise sur le contenu, sur la problématique, sur la question, donc qui vont pouvoir apporter vraiment des informations qui sont riches à notre question de recherche pour vraiment venir agrémenter là, la discussion. Pour le nombre de participants ou d'experts, on vise entre 6 à 8 pour que ce soit un nombre idéal, mais en même temps, on peut faire un groupe triage avec 3 personnes et on peut en faire un avec 15 personnes. Tout dépend aussi de comment on va animer la rencontre et comment on va intégrer là, tous les experts dans la discussion. Ça peut être, on vise un échantillonnage par convenance, donc on va aller sélectionner, comme je l'ai dit tantôt, les participants, les experts, parce qu'on veut qu'ils soient motivés par la question et qu'ils soient des experts du contenu et de la question que l'on souhaite soulever. Mais ça peut être des utilisateurs de services, des proches, des intervenants, des gestionnaires, des chercheurs. Donc, on peut aller chercher vraiment un large éventail là, d'experts en la situation. Puis même si on en va en chercher plusieurs dans plusieurs catégories, ça peut être souvent très riche aussi. Et comme j'ai dit, ça prend des personnes qui sont ouvertes et motivées à échanger.
En premier, il y a une phase de production individuelle. Donc, ça permet de recueillir les propositions ou les perceptions de chacun des experts, mais de façon individuelle. Donc, ça se fait pas dans la période de groupe, c'est en amont de tout ça, où on l'envoie aux participants, souvent par courriel à l'ère de la technologie, mais ça peut être par papier si vous les voyez au quotidien. On lui présente le thème à l'étude, la question. On leur présente aussi le déroulement général de la méthode triage et on leur envoie aussi le questionnaire sur qu'est-ce qu'on souhaite obtenir comme réponse. Donc, sur ce sur quoi on veut déterminer le consensus de groupe. Ensuite de ça, il y a une compilation des réponses. Donc, on recueille toutes les réponses de façon individuelle. Et une petite analyse thématique peut se faire aussi si on obtient beaucoup de réponses qui sont différentes. Bien, on peut essayer d'en jumeler, d'en combiner pour arriver à la séance de groupe pour que ça soit quelque chose de digeste et qu'on puisse discuter sur la question. Donc, on vient à la phase, le cœur de notre méthode, qui est la phase de production collective, où on rassemble les experts en un même endroit et on leur demande là, de discuter pour en venir à un consensus sur la question qui a été soulevée et sur les éléments qui ont été soulevés de façon individuelle. Donc, le déroulement, comment ça se passe, c'est, je vais vous présenter un petit schéma. C'est vraiment très visuel parce qu'on veut vraiment que ça facilite la discussion lors de la rencontre de groupe. Il y a 6 images qui nous permettent de vraiment guider le processus mental de sélection pour en venir à un consensus de groupe. Et ces 6 images-là sont, premièrement, la mémoire, le regroupement, la sélection, le réfrigérateur, le veto et la poubelle. Donc, c'est très imagé. On va passer un à la suite de l'autre pour vous présenter. Donc, tout d'abord, il y a la mémoire qui est l'entreposage au début des énoncés. Donc, vraiment, on écrit les énoncés sur des cartons et on le place sur un mur, sur un tableau pour vraiment que les participants puissent voir visuellement, oui, qui puissent regarder chacun des énoncés, tous les énoncés du départ qui ont été proposés là, de façon individuelle dans la phase avant et présentés ici. Ensuite de ça, lors des discussions, il y aura un premier processus de sélection où il y aura une combinaison qui pourra être faite, même des éléments qui pourront être ajoutés quand les discussions sont suscitées. Bien, il y a des nouvelles idées qui peuvent émerger, donc on va les mettre aussi dans la deuxième boîte. Ensuite de ça, bien, le choix définitif, donc c'est ce sur quoi le groupe arrive consensus. Donc, il peut avoir un certain nombre préétabli d'énoncés que l'on souhaite mettre dans cette case-là. Et ils peuvent même être mis en priorité là, si on souhaite éventuellement faire action là, sur ces propositions-là. Il y a le réfrigérateur qui est lorsqu'il y a certaines ambiguïtés ou des difficultés, on sent que cet énoncé-là suscite un petit peu plus de discussion, puis il n'y a pas consensus. Au début de la rencontre de groupe, on peut les mettre au réfrigérateur pour ne pas nécessairement qu'on passe 1 heure à discuter de ce point-là. On le met là en attendant, puis on y reviendra peut-être par la suite. Les discussions y répondront peut-être là un peu plus tard. Donc, on a cette option-là. Si toutefois il y a un désaccord formel pendant la rencontre, on peut mettre l'énoncé dans une partie à part aussi où il y a vraiment un arrêt des discussions justement pour pas non plus passer trop de temps sur cet énoncé-là. Et plus tard, dans le fond, dans un deuxième temps qui sera externe au groupe, on demandera à un expert de prendre décision sur cet énoncé. Et finalement, bien, les propositions qui sont éliminées, on va aller les mettre directement là, dans la poubelle pour que la décision soit définitive par rapport à ces éléments-là. Donc, je vous présente un peu un schéma de comment que ça pourrait se dérouler. Au début du groupe, on a les 8 propositions qui ont été proposées là, dans la phase individuelle.
Ils sont situés dans la boîte mémoire. Et au cours des discussions, on vient en combiner deux. On vient vraiment en sélectionner une de façon définitive. Ensuite de ça, bon, la discussion se poursuit. On en met au réfrigérateur, on en met au veto, on en met à la poubelle. Donc vraiment, là, ça permet de guider le processus mental vers un consensus où, à la fin du groupe, au bout de 2h30, 3 heures, là, on peut en venir à sélectionner des éléments pour les mettre dans la case là, en haut à gauche, certains dans la poubelle. Ceux qui étaient dans le regroupement peuvent rester là s'ils ont été bien sélectionnés ensuite via une combinaison de deux énoncés. Et on peut en laisser aussi dans la partie veto pour que un participant externe puisse prendre décision par rapport à cet énoncé-là, si on l'inclut ou non dans le consensus. L'analyse de données, c'est très simple. En fait, ce qu'on a vu avant constitue vraiment le output final là, de ce qu'on veut comme analyse de données. Donc, les éléments qui se retrouvent dans la catégorie veto, sélection et poubelle sont vraiment le consensus du groupe sur les énoncés qui ont été proposés de façon individuelle. Maintenant, c'est rendu une décision de groupe. On peut pousser l'analyse un peu plus loin si on regarde les différences qu'il y a entre les choix individuels qui ont été énoncés à la base et le choix par consensus qui en ressort là, du groupe. Donc, on peut vraiment aller voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'il y en a qui ont été combinés? Est-ce qu'il y en a qui ont été ajoutés? On peut vraiment aller davantage là, en profondeur par rapport à ces analyses-là. Et si on veut aussi enregistrer les discussions lors de l'échange de groupe, c'est vraiment très riche aussi de voir qui a pris la parole, pour quelles raisons on a choisi tel énoncé et non un autre. Donc, on peut aller faire une analyse de contenu là, plus poussée par rapport au verbatim des discussions qui se sont tenues lors de la rencontre. On va en venir à plus concrètement comment on l'a utilisé. Peut-être que ça va faire écho là, pour vous. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients limites, c'est une méthode qui est rapide, qui est peu coûteuse. En dedans d'un certain Dans le fond, il y a une première phase individuelle qui peut prendre peut-être quelques semaines le temps de combiner les résultats. Mais par la suite, la rencontre de groupe en dedans de, comme j'ai dit tantôt, 2 ou 3 heures, on peut en venir là, à régler la question. Ça demande quand même peu d'expertise en animation, vu le visuel qui est très aidant, très facilitant. La discussion découle des mêmes. Dans le fond, ils ont déjà eu un peu la base lors des questionnaires individuels et là, ils viennent en discuter en groupe. Donc, ça ne prend pas nécessairement une grande capacité là, d'animation. Les échanges en face à face sont très riches, donc on n'est pas chacun devant son ordinateur, on est vraiment là à discuter d'une situation, d'une problématique pour en venir à un consensus et développer aussi une vision partagée du problème et de la question. Puis le support le facilitant. Les inconvénients ou les limites, c'est sûr que la qualité des résultats dépend un peu des experts qui sont recrutés. Parce que, comme je l'avais dit plus tôt, on veut que ce soit des experts qui soient au courant, qui sont prêts à échanger. Donc, c'est sûr que si les personnes choisies ne sont pas n'ont peu à dire sur la situation, ben on vient un peu de diminuer la qualité de nos résultats. Ça nécessite une réunion physique, donc oui, il faut les faire rencontrer en un seul même endroit. Ça peut être une limite aussi ou un inconvénient de cette technique-là. Il peut amener des contaminations, donc surtout si on a dans le même groupe des utilisateurs de services, des cliniciens, des gestionnaires, des chercheurs. Il peut y avoir une certaine contamination sur le gestionnaire, je sais pas, un clinicien, je dirais pas ça parce que mon gestionnaire est là, ou l'utilisateur de service, ben là, le clinicien, il voudra peut-être pas que je dise ça, puis là, ils pourront peut-être se limiter par rapport à ce qui peut être dit dans la rencontre. Et aussi, ça peut être difficile lorsqu'on touche une situation qui est conflictuelle. Donc, s'il y a une question clinique, par exemple,
par rapport à une situation ou un programme où les intervenants sont de différents milieux qui n'ont pas la même vision des choses. Donc, si on vient à soulever une question qui peut avoir certains enjeux éthiques ou d'équité, de justice, on vient peut-être là, de rentrer dans des zones qui sont un petit peu plus difficiles là, si on a à gérer un groupe de cette nature-là. Un exemple d'application, donc mon projet de maîtrise était la création d'outils d'aide à la priorisation de patients au sein de programmes de réadaptation. Donc, on s'intéressait à déterminer les critères de priorisation dans la liste d'attente. Dans le fond, un patient se présente dans un programme, est référé dans un programme de réadaptation et il faut le prioriser dans la liste d'attente parce que si on fait juste le concept de premier arrivé, premier servi, il y aura peut-être des enjeux d'équité, de justice, encore une fois, qui rentrent en ligne de compte. Donc, on voulait donner au programme des outils qui leur permettaient de mieux gérer la liste d'attente et de prioriser les patients. Donc, j'ai rencontré des patients, des intervenants et des gestionnaires pour en venir à un consensus sur les critères de priorisation à considérer dans leur programme. Donc, je leur ai envoyé là, en premier lieu un questionnaire individuel en ligne et ensuite de ça, ils devaient se rencontrer là, en groupe pour discuter et choisir les critères selon lesquels on devrait prioriser les patients. On a dans le fond, un des programmes que j'ai sondé est le programme d'évaluation à la conduite automobile ici à l'IRDPQ. Et il est ressorti de la phase individuelle 22 critères. C'est peut-être écrit petit, là, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour la présentation. Mais dans le fond, il y a 22 critères qui ont été ressortis par les participants et les experts. Et il y a 10 critères par la suite qui ont été choisis dans le cadre du groupe pour vraiment être intégrés dans l'outil qui sera là, implanté dans les programmes, dans le programme d'évaluation de la conduite auto là, dans ce cas-ci. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un cheminement vers 22 critères qui ont sélectionné à 10 critères de priorisation. Donc, mes références et je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julien. On pourrait peut-être prendre quelques questions. Oui, je me dirige vers vous. Ma question, en fait, c'est, j'imagine que c'est important d'avoir les mêmes rôles, là, quand vous disiez qu'il y avait patients, experts, au questionnaire et lors de la rencontre. Est-ce que ça doit être exactement les mêmes personnes? Oui. Oui, parce que c'est important qu'ils soient au courant de ce qui a été nommé dans la phase individuelle puis qu'ils reconnaissent « Ah ben oui, moi j'ai nommé ça, j'ai nommé ça ». Donc, il faut qu'il y ait une suite. Si la personne arrive seulement dans la partie groupe, il n'y aura pas eu tout le processus avant de réflexion et d'idées, de perception par rapport à la question là, qu'on souhaite répondre. Merci Julien pour ta présentation. J'ai la misère à distinguer ce qui est fait dans la phase de préparation quand tu parles d'identifier les éléments à prioriser versus ce qui sort de la phase individuelle. Est-ce que c'est un classement d'éléments qui ont a priori été pensés par l'équipe de recherche? Est-ce que c'est plus une approche ouverte? Ça dépend de la question. C'est sûr que ma réponse va peut-être être plate, mais ça dépend beaucoup de la question de recherche que l'on pose. Dans le cas de moi, dans le fond, mon projet, c'était les critères de priorisation. On a été très peu précis sur qu'est-ce qu'on voulait aller chercher pour vraiment aller voir qu'est-ce qui ressortait de la part des cliniciens et des patients. Et on a été étonnamment, agréablement surpris de voir que il y avait beaucoup de concordance. Là. Les patients nommaient des critères de priorisation que les cliniciens nommaient, que les gestionnaires nommaient. Donc, on a été satisfait de voir que, dans le fond, il faut circonscrire un peu qu'est-ce qu'on va aller chercher, les critères de priorisation dans les listes d'attente. Les patients sont priorisés, on leur expliquait qu'est-ce qu'on voulait aller chercher, mais on restait
aussi vague que ça. Puis après ça, c'est eux ce qu'ils nous donnaient comme information. Là, on faisait une petite analyse et on combinait certaines informations là, pour en venir après ça à en discuter en groupe. Est-ce que ça répond à la question? OK, parfait. Je peux te poser une mini-question? OK, c'est une petite question de clarification. Oui. En fait, dans l'exemple que tu as donné à la fin, est-ce que c'était pour standardiser les pratiques pour que les gens éventuellement se fient aux mêmes critères pour prioriser? Effectivement, oui. OK. On voulait, parce que dans le domaine de la réadaptation, souvent c'est une personne, une coordonnatrice clinique qui gère la liste d'attente, qui détermine, bon, cette personne-là, ça va être un petit peu plus urgent parce que telle raison. Mais c'est quoi? Pourquoi telle raison? On veut vraiment donner. Puis les coordonnatrices cliniques aussi, je dis triste parce que c'est en santé, c'est plus ça, mais les coordonnateurs et coordonnatrices cliniques nous faisaient part de leur besoin aussi. Moi, je prends des décisions, mais est-ce que c'est basé sur quelque chose? Moi, c'est plus mon expérience clinique, mais est-ce que je peux m'appuyer sur ces données-là? Donc, on voulait vraiment aller chercher la perception des gens sur les critères pour justement standardiser les pratiques et que ça puisse être utilisé là, de façon plus officielle, si je peux dire. OK, parfait. Puis mon autre petite question, c'était, tu disais tantôt que parfois, de réunir des experts différents, ça pouvait créer des tensions. Est-ce que c'est possible de faire plusieurs groupes triage? Après ça, comment est-ce que tu intègres toutes les informations? C'était un de mes défis ben, je peux glisser mot aussi tout de suite, mais oui, je vais peut-être en parler un peu plus tard, là, mais on ne peut pas vraiment faire plusieurs groupes de triage parce qu'on est plus dans le consensus, puis là, on n'est plus dans ce qu'on vise à une vision partagée de la problématique. Donc, idéalement, c'est un groupe. Puis là, vient tous les défis de joindre toutes ces personnes-là en un seul groupe. On va prendre une toute dernière intervention avant d'enchaîner avec la table ronde. Merci. Je vais faire ça rapidement. Bravo, Julien, c'est très intéressant. Merci. Je suis curieuse de savoir parce que tu dis que tu as utilisé Triage pour créer des outils d'aide à la priorisation. Là, on voit bien comment vous avez déterminé les critères par consensus, mais est-ce que vous avez utilisé Triage ou de quelle façon vous avez fait pour déterminer les formats de l'outil? De quoi ça aurait l'air, ces outils-là, finalement? C'est une bonne question, mais la méthode triage a seulement été utilisée pour déterminer les critères parce que, dans le fond, mon projet de maîtrise s'inscrit dans un plus large projet qui est de vraiment créer des outils pour plusieurs services de santé et non seulement la réadaptation, mais aussi en chirurgie, en imagerie médicale, etc., etc. Donc, la technique triage est un peu la méthode qu'on a utilisée pour adapter à chacun des contextes, parce que c'est sûr que le contexte de chirurgie n'est pas le même que le contexte de la réadaptation. Donc, on voulait vraiment déterminer les critères en lien avec le contexte de réadaptation. Pour ce qui est de l'outil que l'on souhaite développer, c'est une application qui existe déjà dans la littérature, mais une application qu'on rentre les critères et la liste d'attente se fait de façon dynamique lorsqu'on évalue chacun des patients en fonction des critères qui ont été choisis. Donc, c'est pas moi qui ai inventé l'outil, c'est vraiment quelque chose qui existe déjà. Merci beaucoup, M. Derry. Merci. Écoutez, ça serait le temps de passer là, à notre table ronde. Je suis désolé de vous faire violence. Là. On voit que les présentations là, suscitent là, beaucoup de questions, mais n'ayez crainte, on va avoir là, du temps là, en fin de tour de table là, pour adresser ces différentes questions-là.